Quand on s'intéresse à la politique, on se retrouve très rapidement confronté au concept de l'échiquier politique, plus communément appelé le clivage gauche-droite. Alors même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique ont déjà entendu parler ces termes, sans forcément savoir ce qu'ils signifient. Alors cette vidéo est là pour apporter des éléments de compréhension. Tout d'abord, revenons au basique. Le clivage gauche-droite, c'est un outil qui permet de différencier et de confronter les différentes opinions et les avis politiques. Donc il faut s'imaginer une ligne qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, et sur cette ligne, vous pouvez placer les différentes idées, les différents profils, les différents hommes politiques, etc. Dans la dernière vidéo, on avait vu brièvement comment le clivage gauche-droite était apparu dans l'histoire. C'était à la Révolution française, lorsque l'Assemblée constituante se réunit pour décider de la place du veto du roi dans le futur régime qui allait être mis en place, c'est-à-dire la monarchie constitutionnelle en 1791. Donc ce jour-là, le 11 septembre 1789, les députés décident de se répartir en fonction de leur opinion sur ce sujet. Les députés qui sont en faveur du veto du roi vont se mettre à droite de l'hémicycle dans l'Assemblée, et les députés qui sont moins en faveur de ce veto vont se mettre à gauche. Et c'est de là qu'a démarré ce clivage gauche-droite. Depuis ce moment-là, le clivage gauche-droite va énormément évoluer, il va prendre des formes diverses et variées, et bien qu'il soit apparu en France, il va aussi se répandre dans l'imaginaire collectif des autres pays. C'est pour cette raison qu'on peut dire que le clivage gauche-droite est devenu quelque chose d'universel dans la plupart des démocraties du monde. Alors dans cette vidéo, je vais défendre l'idée qu'il n'existe non pas un clivage gauche-droite, mais plusieurs clivages qui ont des liens entre eux et des différences. Il existe même des clivages qui n'ont pas de lien avec la droite et la gauche. Il y a d'abord le clivage sur l'économie, ou plus précisément le clivage sur la place que devrait avoir l'État au sein de l'économie. En gros, les opinions qui sont économiquement de gauche pensent que l'État devrait plus intervenir dans l'économie, et les opinions qui sont économiquement de droite pensent que l'État devrait moins intervenir. Cette différence sur l'économie entre la gauche et la droite, elle vient du fait que les deux points de vue ont des visions différentes sur la réalité sociale. Quand vous êtes de droite, vous allez considérer que les individus sont plutôt responsables de leurs conditions sociales, qu'ils l'ont en quelque sorte mérité, et quand vous êtes de gauche, au contraire, vous pensez que leurs conditions sociales sont liées plutôt à des causes extérieures, que c'est moins de leur faute, ils l'ont moins mérité. C'est pour cette raison que la gauche souhaite que l'État intervienne dans l'économie pour qu'il puisse donner des droits sociaux et des allocations par exemple. Contrairement à la droite, qui pense que puisque les individus sont responsables de leurs conditions sociales et que c'est plus ou moins de leur faute, l'État ne devrait pas intervenir pour les aider. C'est de là que vient cette idée un peu cliché que la gauche ce serait pour les pauvres et la droite ce serait pour les riches. Voilà un rapide résumé du clivage entre la droite et la gauche qui est beaucoup plus complexe que ça, vous pouvez vous l'imaginer. Alors maintenant, il y a un autre clivage très important qui est le clivage culturel ou sociétal, avec des termes que vous avez sûrement déjà entendus, c'est-à-dire vous avez à gauche ce qu'on pourrait appeler les progressistes, et vous avez à droite les conservateurs. Cette fois-ci, on est dans un clivage que j'appellerais un clivage culturel, parce qu'on parle des débats de société, c'est-à-dire la place des traditions vis-à-vis des différentes formes d'émancipation qu'on pourrait appeler progrès social. Donc pour ce qui est de la droite au sens culturel, les opinions de droite considèrent que les traditions ont une place plus importante que les formes d'émancipation sociale. Et au contraire, les idées politiques de gauche sur ce plan culturel vont considérer les émancipations sociales comme prenant plus de place que les traditions. Nous avons donc un clivage économique et un clivage culturel, pour qui chacun de ces clivages, on pourrait les représenter donc comme une ligne qui va de gauche à droite, quoi. Mais comme ces deux clivages sont différents, il est possible, par exemple, d'être culturellement de gauche, tout en étant économiquement de droite, et inversement. C'est pour cette raison que lorsqu'on superpose ces deux clivages, on peut obtenir un modèle d'échiquier politique, non pas en une dimension, mais en deux dimensions, comme ceci. Alors, si vous aimez bien les mèmes et la politique, vous avez sûrement déjà vu des modèles comme celui-là, mais en tout cas, ce modèle est assez intéressant parce qu'il permet de représenter la conjoncture entre les deux clivages économiques et culturels.
Alors on va dire que l'axe ici horizontal représente l'axe économique. On va dire, si vous êtes de ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes économiquement de gauche, et si vous êtes de ce côté-là, c'est que vous êtes économiquement de droite. L'axe vertical sera l'axe culturel, et on va dire que si vous allez par là, vous êtes culturellement de gauche, donc progressiste, hein, entre guillemets, et si vous allez par là, vous êtes culturellement de droite, donc entre guillemets conservateur. Je trouve que ce modèle est très très intéressant parce qu'il permet d'observer un peu plus la complexité des idées politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une droite et une gauche, mais il y a plusieurs droites et plusieurs gauches, et vous pouvez être d'un bord comme sur l'autre. Donc si vous vous situez dans cette zone ici, vous êtes à gauche sur le plan économique et vous êtes à gauche sur le plan culturel. Si vous vous situez ici, c'est l'inverse, vous êtes à droite sur les deux plans. Et si vous vous situez par là, donc ce sera ici, c'est gauche sur le plan culturel, mais droite sur le plan économique, etc., etc. Vous avez compris le concept. Et avec ce modèle ici présent, j'aimerais pouvoir vous présenter des phénomènes dans l'histoire politique de France qui pourraient peut-être vous aider à comprendre un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on considère la gauche comme ceci, la droite comme cela, etc., etc. Alors, il y a de cela plusieurs années, il existait en France un clivage gauche-droite qui était bien défini. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour dire que la politique, il y a la gauche, il y a la droite, etc. Mais aujourd'hui, ce clivage gauche-droite, il est en train de un petit peu disparaître. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est. Les gens ont du mal à trouver que ce clivage soit concret. Et j'aimerais expliquer un petit peu à l'aide de ceci. Parce que dans le passé, on avait deux partis politiques en opposition idéologique. Un parti politique de gauche et un parti politique de droite, qui étaient très dissociables. Le parti politique de gauche, c'était le Parti socialiste, et c'était un parti qui, à l'époque, pouvait être placé dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'il était économiquement de gauche, tout en étant culturellement de gauche. Et vous aviez un parti de droite, qui s'appelait RPR, puis qui a changé de nom pour devenir aujourd'hui LR, les Républicains, qui était un parti qui était culturellement de droite et économiquement de droite. C'est-à-dire que vous aviez deux partis politiques, les deux partis politiques les plus importants de la vie politique, qui étaient en opposition assez distincte, et il était très simple pour les citoyens de voir la différence de position entre ces deux partis. Mais ce qui s'est passé dans l'époque récente, c'est que ces deux partis ont commencé à se rapprocher. Et vous allez voir de quelle manière ils se sont rapprochés. Vous aviez le Parti socialiste, qui était un parti économiquement de gauche et culturellement de gauche. Mais ce qui s'est passé dans l'époque récente, c'est que ce parti a connu une dérive sur certains aspects. On pourrait dire qu'il est resté à gauche culturellement, c'est-à-dire progressiste, mais que sur le plan économique, ce parti a commencé à dériver vers la droite. Quant au parti Les Républicains, le parti de la droite, il est resté économiquement de droite, mais il a commencé à devenir de moins en moins conservateur, et donc à se diriger vers la gauche culturelle, sans non plus devenir trop progressiste non plus, hein. Je dirais qu'il se situerait plutôt par ici. Mais donc vous voyez que ces deux partis, qui à l'origine étaient diamétralement opposés, ont commencé à se rapprocher dans cette zone. Je dirais pas qu'ils soient devenus complètement les mêmes, mais le fait qu'ils se soient rapprochés pour entrer dans cette zone ici, a pu faire penser à certains que c'est les mêmes, donc ça veut dire que la gauche et la droite c'est la même chose. Alors que non, la gauche et la droite ça n'a pas changé, ce modèle, cet échiquier politique ne change pas, c'est la position des partis politiques sur ce modèle qui a changé. Alors une autre chose que j'aimerais donc démontrer, c'est la position d'un homme politique qu'on pourrait faire passer à la fois pour extrémiste et à la fois pour modéré. Je m'explique, je vais prendre l'exemple d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, dans sa campagne pour l'élection présidentielle, il s'est présenté comme un peu comme un centriste, donc ni de gauche ni de droite. C'était un peu pour dire je suis un modéré, je fais la conjoncture entre les deux idées politiques, je vais réunir la France. Enfin, vous connaissez cette rhétorique, mais en tout cas, donc il s'est présenté comme étant un centriste. Donc
Donc le centre sur ce modèle, on le placerait où? On le placerait ici. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, sur certains aspects, il peut être considéré comme centriste, comme un modéré. Je parle sur l'aspect culturel. Sur l'aspect culturel, on peut dire qu'il est pas vraiment progressiste, il n'est pas non plus conservateur, il est un peu entre les deux, donc il est plutôt centriste. Mais en ce qui concerne l'aspect économique, Macron se situe assez loin du centre. Il se situe bien à droite, c'est-à-dire qu'il a des politiques qui sont libérales sur le plan économique. Je dirais même que c'est le président de l'histoire de la Ve République qui fait les politiques les plus libérales et donc les plus à droite sur le plan économique. Enfin, voilà, cette analyse, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est juste mon analyse, elle n'engage que moi, mais c'est juste pour démontrer que vous pouvez, selon la manière avec laquelle vous allez observer le clivage gauche-droite, vous pouvez très bien faire passer quelqu'un pour un modéré, comme vous pouvez faire passer quelqu'un d'autre pour un extrémiste. Tout dépend de la manière avec laquelle vous observez le clivage politique. C'est pour cette raison que je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à faire attention quand vous entendez les discours de ceux qui pensent avoir la science infuse et connaître absolument tout du clivage gauche-droite, et vous expliquer qui se trouve ici, qui est un extrémiste, qui est un modéré, etc. Pour revenir à notre clivage gauche-droite, pour l'instant, on a vu seulement deux dimensions, la dimension économique et la dimension culturelle. Moi, je voudrais ajouter une troisième dimension, qui est d'ailleurs une dimension qui pourrait sortir un petit peu du clivage gauche-droite, c'est la dimension que j'appellerais la dimension de gouvernementalité, c'est-à-dire la place de l'État au sein de la société. On avait vu la place de l'État au sein de l'économie, même si le clivage économique est beaucoup plus large que ça, mais cette fois-ci, il s'agit de la place de l'État au sein de la société, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour une société où l'État possède un pouvoir très influent, ou est-ce que vous êtes pour une société où l'État possède un pouvoir diminué? Vous avez d'un côté l'extrême liberté, c'est-à-dire le point de vue où vous avez un État tellement diminué que l'État n'existe plus, on pourrait appeler ça donc l'anarchisme, et à l'opposé, vous avez une société dans laquelle l'État contrôle tout, c'est-à-dire l'absolutisme, ou le régime totalitaire. Et ce clivage-là, il est très intéressant parce que, en plus de sortir des deux clivages que nous avons vus jusqu'à présent, il permet de voir encore plus la complexité dans le champ politique et dans le champ des idées politiques. L'anarchisme, c'est une idéologie qu'on place à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Pourtant, évidemment qu'il existe des anarchistes de gauche, mais il existe aussi des idées libertaires de droite. Tout comme il existe des idées totalitaires de gauche comme des idées totalitaires de droite. Et entre les deux, ça va être les idées qui sont pas trop pour la puissance de l'État, tout en étant pas trop pour l'anarchisme, quoi. Alors si on reprend notre fameux clivage en deux dimensions, si on ajoute cette troisième dimension, bah, on arrive à un clivage en trois dimensions, donc ça donnerait un cube. Bon, ce serait un peu bizarre, mais en tout cas, vous avez compris le principe, on peut toujours ajouter de nouveaux clivages indépendants les uns des autres, pour ajouter de la complexité dans les opinions politiques. Et là d'ailleurs, je voudrais vous présenter un test qui existe sur internet, qui s'appelle le test des 8 valeurs. Vous pouvez le voir s'afficher sur votre écran. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve notre axe économique, on retrouve en bas notre axe sociétal, entre tradition et progrès. On trouve un axe liberté et autorité, c'est un petit peu ce dont je vous ai parlé, la dimension gouvernementale, si vous êtes pour la place de l'État ou si vous êtes pour un État complètement diminué. Et on a aussi un axe diplomatique, avec d'un côté le souverainisme et de l'autre l'ouverture. Cette fois-ci, là on est sur un clivage en 4 dimensions, mais figurez-vous qu'il peut y avoir encore d'autres clivages qui peuvent s'ajouter. Il peut encore y avoir d'autres axes qu'on pourrait ajouter à nos dimensions politiques. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous montrer 2 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous utilisez cet outil qu'est le clivage et les différentes opinions politiques. La première erreur, c'est de considérer qu'il existerait un modèle qui représente l'échiquier politique et que ce modèle serait universel, que rien ne pourrait en sortir, que toutes les opinions seraient représentées à l'intérieur. C'est un peu l'erreur que font de nombreux militants politiques, que font de nombreuses personnes qui s'engagent dans la politique, qui se mettent
à imaginer à quoi ressemblerait le clivage gauche-droite, à se répartir dessus. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de modèle fini qui puisse représenter la complexité de toutes les opinions politiques, de toutes les dimensions politiques. Voilà pour la première erreur à ne pas faire. Maintenant, la deuxième erreur, qui est une erreur que je vois apparaître de plus en plus, c'est ceux qui considèrent que de toute façon, le clivage gauche-droite ça n'existe pas, c'est terminé, tout ça, rien de tout ça n'existe. Ça c'est une erreur parce que je considère qu'elle peut amener les gens à ne pas réussir à réfléchir, à ne pas réussir à comprendre la vie politique, à comprendre les différentes opinions politiques. Parce que finalement, le clivage gauche-droite, il est né en même temps que la démocratie, parce que ce clivage, il arrive dans le besoin de différencier les différentes opinions, parce que la démocratie c'est ça. La démocratie c'est la cohabitation des différentes opinions politiques. Parce que, aussi incomplet que soit le clivage gauche-droite, aussi incomplet que soient les différents clivages politiques qu'on vient d'étudier, eh bien ces clivages sont quand même des outils qui nous permettent d'avoir une compréhension sur le monde politique, d'avoir une compréhension sur les idées, sur les différentes idéologies. Si on décide de jeter tout ça bêtement à la poubelle, eh bien on se retrouve dans une situation dans laquelle les gens n'arrivent plus à comprendre de quoi on parle, et peuvent se faire facilement manipuler. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire à notre époque. On est sans cesse bombardé d'informations, et on n'arrive plus à démêler le vrai du faux. C'est pour cette raison qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Il faut faire l'effort de prendre du temps pour se renseigner, pour comprendre. Et d'ailleurs, pour commencer dès à présent à approfondir les notions que nous venons de voir sur les clivages politiques, vous pouvez trouver dans la description les tests comme le test des 8 valeurs et le polytest, c'est-à-dire un test sur lequel vous aurez un modèle qui ressemble à ça. Vous passez le test, c'est-à-dire que vous répondez à des questions sur des différentes opinions politiques, et à la fin il vous donne un résultat. Alors bien entendu, le résultat du test sera imprécis et ne représentera pas à 100% vos idées, mais ça peut déjà vous aider, ça pourrait déjà vous intéresser, et c'est parfois amusant, vous pouvez partager ces résultats avec vos amis, vos proches, partager le test, ainsi que partager cette vidéo si vous voulez bien. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.